intervenant, je voudrais simplement, en guise d'introduction, revenir sur un élément qui a été évoqué à plusieurs reprises ce matin dans la table ronde, c'est le paysage. Le paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui, on est entre le Mâconnais, le Charolais-Brionnais, donc c'est un paysage herbagé de bocage. C'est un territoire qui finalement s'est fondé sur des choix économiques lorsqu'il a fallu répondre à la demande de consommation des villes sur le marché du veau, notamment le veau de Lyon, le veau de Paris, etc. Puis ensuite, c'est un élevage herbagé qui a montré sa compétitivité quand il a fallu suivre le marché du broutard dans les années 60, 70. C'est pas anodin d'ailleurs que la ferme de Jalony soit créée en 68, on pourra y revenir. Et puis, ce paysage herbagé, il a aussi montré sa compétitivité économique, sa capacité à répondre aux attentes sociétales en termes de pâturage, et puis on l'a vu aussi ce matin, à être particulièrement opportun au moment d'envisager ces enjeux environnementaux et ces services rendus par l'élevage. Et finalement, ce paysage, il montre comment une société locale, fondée sur une relation étroite entre son agriculture, son environnement et son territoire, elle a pu se montrer résiliente et particulièrement compétitive à travers le temps. Et surmonter de nombreux défis. Et les défis aujourd'hui, ils ne manquent pas. Pour en citer quelques-uns, parmi d'autres, je voudrais citer, on a parlé un petit peu de décapitalisation avec André Le Gall. Je précise, André Le Gall, je n'ai aucun rapport avec André Le Gall, donc il n'y a pas de mainmise sur les Bretons sur cette table, ni sur cette journée. Petit clin d'œil à André. Donc on a parlé de décapitalisation, du baisse de nombre d'éleveurs, de transition, de changement climatique. On peut aussi parler de réforme de la PAC, du Mercosur, et enfin d'acceptabilité sociale. Je voudrais citer l'un des derniers sondages OpinionWay qui estime que 53% des Français annoncent ou déclarent manger moins de viande pour des questions environnementales et économiques. Donc la table ronde de ce matin et puis les ateliers, ils ont montré qu'il était possible d'avoir une performance économique, d'être capable de répondre à une partie des enjeux sociétaux et aussi des enjeux environnementaux. Et quand on regarde finalement l'histoire de ce paysage, l'histoire de ce territoire et les défis nationaux et internationaux qui nous attendent, on retombe sur ces questions de compétitivité, comment être productif, compétitif demain, comment être résilient, durable face au changement climatique, et aussi comment répondre aux attentes sociétales de la société, mais aussi de la profession. Je crois qu'il ne faut pas oublier ces attentes-là. Donc, messieurs, je vous propose de répondre à ces trois grands axes. Comment être demain productif, durable et acceptable, et quels leviers il faut actionner pour suivre ces trois axes, ces trois piliers, ces trois mantras, je dirais, pour l'élevage herbager de demain. Donc, pour répondre à ces questions, donc, on va essayer de suivre l'ordre. J'accueille Sébastien Windsor, donc agriculteur, président de Chambre d'Agriculture France. Merci d'être là. Hugues Pichard, président Race de France, mais aussi producteur, éleveur de Charolais en Saône-et-Loire. Emmanuel Bernard, président de la section bovine FNB, également éleveur de Charolais. Et Adrien de Marbert, responsable d'exploitation Fermine. Alors, ce que je vous propose, c'est avant de prendre en main ces trois axes, de chacun votre tour dresser un petit panorama de la filière actuelle quand on parle d'élevage herbager et de système d'élevage d'une manière générale à l'échelle nationale, de quoi on parle. Et j'aimerais vous passer la parole, Emmanuel Bernard, pour que vous nous fassiez un petit panorama sur le plan économique, de quoi on parle, quel type de produit, quel type de volume, voilà, nous dresser un petit panorama. Bonjour à tous. Déjà, oui, je suis éleveur dans la Nièvre, à côté, donc voilà, Jalony, c'est un endroit que je connais depuis longtemps et dans lequel, au sein duquel j'apprends, j'essaye en tout cas de suivre les travaux, parce que je crois qu'on est vraiment dans des moments où on se pose tout le temps des questions, mais ça c'est pas nouveau, mais on s'en est toujours posé, et c'est à partir de ces fermes où on doit pouvoir se projeter chez nous. Par rapport à ce qui se passe dans la filière, alors déjà peut-être par rapport au sondage qui explique que les Français, 53% mangeraient moins de viande, et pour quelles raisons ils le font. Je précise une chose, les Français aujourd'hui mangent plus de viande en 2024 qu'en 2023. La seule chose, c'est qu'ils ne mangent pas tout à fait la même viande. La viande de volaille a augmenté, encore beaucoup en 2024.
de mémoire, je vais dire plus 6%, mais enfin c'est de cet ordre-là. C'est devenu la première viande consommée en France. Mais ensuite, les autres résistent plutôt bien, je pense à la viande de bœuf et la viande de porc. Après, on a des viandes qui résistent un peu moins bien, parce que d'abord, on a moins d'offres. Voilà, on produit beaucoup moins. Et donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on n'est plus autosuffisant en viande bovine en France. Alors je vais juste expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand je dis l'autosuffisance, je parle du produit viande, c'est-à-dire l'abattage entre ce que l'on exporte, ce que l'on importe et ce que l'on consomme en France. En gros, il faut avoir en tête qu'on est à 94% de souveraineté alimentaire en viande. Après, on exporte des animaux, donc, ce qui veut dire que nous sommes le premier cheptel européen et nous avons un tiers des races à viande européennes. Et du coup, à partir du moment où on a ces animaux qui sont exportés, non seulement on a une responsabilité par rapport à la souveraineté française, mais on a une responsabilité par rapport à la souveraineté européenne. Peut-être le troisième point, sans aller plus loin, je pense qu'après, s'il y a des gens qui voudront poser des questions, on ira. On a déjà vécu il y a quelques années, fin 2022-2023, une montée des prix de la viande dans les exploitations et qui d'un coup s'était un peu arrêtée parce qu'il y avait eu un afflux de viande européenne qui était venu compenser ce déficit. Là, aujourd'hui, c'est en Europe qu'il n'y a plus de viande, ce n'est pas en France. C'est-à-dire qu'on est dans une rupture de production. Les effets de la décapitalisation qu'on connaît en France, on le connaît en Europe. Et donc, nous sommes vraiment dans un moment où finalement le prix de la viande en France, chez le producteur, est presque le moins cher d'Europe. Vous allez aller en Irlande, vous allez aller en Italie, en Espagne, partout, le prix de la viande est supérieur. Et même la viande de vache laitière, et même en Pologne, quoi. Donc voilà, on est dans un environnement que l'on n'a pas connu, enfin en tout cas, alors je commence d'avoir un peu d'âge, voilà, que j'ai pas connu. On a eu des à-coups de production, des à-coups de consommation. Là, on est dans une situation où c'est sur le plan européen. Donc évidemment, après, il peut y avoir plein de conséquences, mais en tout cas, la photographie actuellement, c'est que la consommation résiste beaucoup mieux que la production en France et en Europe. Et à partir du moment où on produit un peu moins que la consommation, les mécanismes de marché, ils sont intangibles. Les prix montent et les prix vont monter. Et pour vous donner un chiffre comme ça, en Algérie, le prix du jeune bovin est entre 10 et 12 euros le kilo. Et donc tous ceux qui nous ont expliqué, alors là je prends ma casquette d'éleveur, parce que de temps en temps je suis un peu syndicaliste, on nous a expliqué pendant des années que si on montait le prix de la viande, c'était la catastrophe, parce qu'on n'allait plus en manger. Alors aujourd'hui, peut-être que ça sera la catastrophe pour ceux qui nous l'ont dit, parce qu'ils n'auront pas de viande à abattre, pas de viande à vendre, mais au moins les éleveurs, eux, ils vendent plus cher. Donc à un moment donné, les choses se sont inversées, et du coup la difficulté, elle n'est pas chez les mêmes, quoi. Alors, je rebondis, merci pour ce premier panorama, je rebondis sur la notion d'autosuffisance et de souveraineté que vous avez évoquée. Ça fait écho à la récente loi d'orientation agricole qui évoque cette souveraineté alimentaire. Sébastien Winsor, cette souveraineté alimentaire, comment elle doit se traduire en termes de politique publique ? Déjà, peut-être avant ça, pour rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel, c'est peut-être un peu paradoxal, mais ce qui tire les prix, c'est quand même la baisse de l'offre. Et ça, c'est quand même un truc dont il faut qu'on se souvienne. La régulation des volumes, c'est un sujet majeur si on veut tenir les prix. Et que, oui, il faut récupérer la souveraineté alimentaire, on a besoin de produire, mais attention aussi à essayer de maintenir ou d'avoir une différenciation du produit, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui nous permet de nous séparer du marché et de tenir des prix avec une offre maîtrisée en France. Alors, la situation économique, comme l'a dit Emmanuel, cette absence de souveraineté, elle tire un peu les prix vers le haut, avec des revenus quand même dans les exploitations qui sont plus élevés que ce qu'on a connu depuis 20 ans ou 10 ans, sur la période 22, 23, 24. Mais quand même, quand on regarde derrière, attention, ça reste la production française la plus dépendante des aides publiques. Et cette dépendance des aides publiques,
je pense que je ne surprendrai pas grand monde dans la salle en expliquant que les aides, tout confondu, elles sont dans bien des cas supérieures aux revenus de l'éleveur. Donc voilà, gardons bien en tête que si on veut développer de l'élevage, si on veut maintenir de l'élevage, aujourd'hui on ne sait pas le faire sans aide publique. Le deuxième point, c'est que si on veut reconquérir cette souveraineté alimentaire, ben, il faut des politiques publiques qui poussent à la production. Or, on sort de 15 ans de politiques publiques qui n'étaient pas des politiques publiques qui poussent à la production et qui ont plutôt poussé à de la décroissance. Je vais juste en citer deux. Les mesures agro-environnementales et climatiques dont on a tous bénéficié sur un certain nombre de nos territoires, qui ont pu être utiles à un certain nombre d'éleveurs. Il n'empêche que je rappelle que ces mesures agro-environnementales et climatiques, elles viennent chez les éleveurs compenser des pertes de revenus parce qu'on produit moins et qu'on va vers des systèmes moins intensifs. Donc ce sont par essence des aides qui ne poussent pas à la souveraineté alimentaire, à l'inverse. Même chose sur les jachères, hein. Quand on donne des aides ou qu'on impose des niveaux de jachères, on est bien sur des systèmes où les politiques publiques ne prenaient pas du tout la souveraineté alimentaire, mais plutôt un modèle environnemental où on opposait production et environnement. Donc si on veut retrouver de la souveraineté alimentaire, il faut inverser un peu les choses et arriver à avoir des politiques publiques qui n'opposent plus progrès environnemental et production et qui poussent à combiner les deux en poussant et en développant les innovations, en essayant d'accompagner toutes les solutions qui peuvent être présentées ici, dont la plupart permettent à la fois de produire plus et de produire mieux. On a quand même quelques signaux qui arrivent autour de ces éléments-là et qui peuvent pousser à ça. Dans la loi d'orientation agricole, ça a un caractère un peu symbolique, mais pas que, la reconnaissance des enjeux de souveraineté alimentaire, j'allais dire, au même niveau qu'on essaye de ramener au niveau des enjeux environnementaux. Et donc ça nous aidera justement pour pouvoir avoir des politiques qui accompagnent la production et qui ne sont pas détricotées par le Conseil constitutionnel à chaque fois qu'on veut les mettre en avant parce qu'on nous dit que c'est du recul environnemental. Même si on n'est pas encore tout à fait au même niveau que la reconnaissance du progrès environnemental. Et puis, on le voit dans la loi d'orientation agricole, il y a un certain nombre d'éléments pour essayer de protéger les constructions de bâtiments en limitant les recours contre les bâtiments d'élevage, qui sont quand même un des premiers freins au développement de l'élevage. Et puis, dans la PPL sur les contraintes agriculture, le fait de relever les seuils sur les autorisations et de favoriser les régimes de déclaration, et je le dis en faisant ça, on n'est pas des gougnafiers, on ne fait pas n'importe quoi. Je rappelle qu'on restera les mieux-disants de l'Europe, qui est elle-même les mieux-disants mondiales. Donc ne nous tirons pas une balle dans le pied en disant l'agriculture française va faire n'importe quoi. Non, avec ce qu'on réclame dans la loi d'orientation, dans la PPL contrainte, on restera probablement les mieux-disants. Mais on se met des éléments pour se dire on remonte les seuils et on essaye d'accompagner les producteurs à avoir des projets. Parce que si on veut développer la souveraineté alimentaire, on n'a pas d'autre solution que de développer les élevages existants ou de faire de l'élevage là où il n'y en avait pas. Mais dans les deux cas, il faut faire des bâtiments. Et si on peut éviter de se retrouver avec des enquêtes publiques dont on sait aujourd'hui qu'on a du mal à les mener de façon raisonnée avec nos concitoyens, c'est quand même une des solutions pour arriver à la souveraineté alimentaire. Alors, des mécanismes, on en a vu des mécanismes économiques, des politiques publiques qui poussent et qui engagent, qui réengagent à la production, et aussi un accompagnement technique pour y arriver. Adrien de Marvet, du coup, est-ce que vous pouvez replacer aussi Ferminov dans ce réseau national de besoins d'accompagnement? Voilà, on a beaucoup parlé de Ferminov sans réellement préciser comment fonctionnait Ferminov et pourquoi il était là. Est-ce que vous pouvez nous... C'est déjà la question à se poser. Pourquoi Ferminov? Donc historiquement, c'est la Chambre d'agriculture qui était propriétaire de la ferme de Jalony. Et donc il y a 3 ans, en 2022, elle a fait le choix de la faire rayonner de manière nationale. On peut le voir aujourd'hui, hein, il y a plusieurs acteurs qui sont présents et on a un rayonnement interrégional, voire national. Et donc la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire a ouvert ses portes à l'ensemble des partenaires qui souhaitaient la rejoindre pour créer des projets qui profitent à l'ensemble des acteurs de l'élevage. Et donc on a l'Institut de l'élevage qui a rejoint la Chambre d'agriculture en tant que membre fondateur. Et aujourd'hui, on a 47 partenaires qu'on tenait à remercier aujourd'hui. Ils ont joué le jeu, vous avez pu le voir dans le village des partenaires. Et ces partenaires, ils font vivre l'association. Donc on se retrouve, pour vous
vous compreniez le fonctionnement de la ferme. On se retrouve 2 fois par an, on pose les attentes de l'élevage. Donc, dans les partenaires, on a des conseillers, des éleveurs qui sont au contact des éleveurs, et l'idée c'est de se retrouver 2 fois par an. On pose les contraintes, on est à l'écoute des attentes et on construit des projets de recherche qui sont adaptés aux attentes de l'élevage. Voilà. Mais si je tenais à faire passer un message quand même sur l'utilité de Ferminov, ça reste quand même un outil fragile qui nécessite de vivre. Voilà, on a un besoin de faire vivre cette ferme, donc ça passe par des journées comme aujourd'hui. Voilà, vous êtes très nombreux à vous être déplacés, c'est important, on doit communiquer sur les projets de l'élevage qu'on met en place sur la ferme, donc diffuser sur les projets de recherche, et puis surtout faire remonter des attentes du terrain pour faire des expés qui soient vraiment en adéquation avec les vraies problématiques de l'élevage. Voilà. Merci Hugues Pichard pour terminer ce diagnostic ou ce panorama des systèmes d'élevage herbager et plus spécifiquement de viande. Est-ce qu'on peut s'autoriser ici dans cette table ronde proposer une ferme idéale ou ce qu'on voudrait comme type de ferme en production bovine pour demain en termes de surface, en termes de main-d'œuvre, de travail, en termes de positionnement. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de dresser une piste ou au moins une feuille de route à explorer? C'est un joli projet, mais oui, en connaissant ce qu'on connaît aujourd'hui et en se projetant un peu, déjà, il faudrait qu'elle soit facile à vivre. Enfin, je pense qu'une ferme, la ferme de demain, si on veut conserver les agriculteurs en place, malgré l'augmentation des prix, parce que enfin l'augmentation des prix, il faudra aussi que l'outil soit agréable à vivre et à travailler pour les gens qui sont en place et puis surtout pour séduire les jeunes. Donc là, on a beaucoup de leviers. Bien sûr, il y a la surface, mais tout n'est pas transposable en fonction des régions, en fonction de la facilité de travail. Il y a des zones plus faciles. Donc, on a les zones de montagne dans certaines parties du département, là, de Saône-et-Loire. On a des zones de plaine. Donc, en fonction de nos problématiques individuelles, je pense que le modèle sera surtout sur la facilité de vie. Je pense que là, pour le coup, l'élevage doit travailler, et il travaille à ça. C'est-à-dire que l'animal doit être favorisateur de bien-être, mais dans tous les sens. C'est que le bien-être doit être le motif de l'agriculture de demain. Et nous, éleveurs, qui travaillons en génétique, quelle que soit l'espèce d'ailleurs, devons absolument avoir ça en tête. Il faut qu'on fasse des animaux faciles à élever pour séduire la nouvelle génération. On n'aspirait pas, nous, à ce que nos pères aspiraient. Et bien, la génération qui arrive derrière nous, elle n'aspire pas aux mêmes choses que nous. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos outils soient faciles. Donc, ils seront pour les uns collectifs, parce que l'objectif, quand même, c'est d'être le moins seul possible. Donc, il y a les formes sociétaires, il y a les GAEC. On prône un modèle familial en France qui est quand même aujourd'hui plus majoritaire. Il faut quand même que les gens le sachent. Aujourd'hui, il y a un paquet d'exploitations agricoles en société ou d'exploitations individuelles avec des employés. Et l'avenir de nos exploitations, c'est sûrement cette partie-là. Comment gérer nos employés tu parlais de la PAC, enfin des soutiens publics. Aujourd'hui, vous avez une exploitation à reprendre avec un employé qui a envie de reprendre l'exploitation de son patron. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de transparence PAC, parce qu'il n'aura pas de PAC sur l'employé qu'il est obligé d'embaucher pour faire son boulot, et donc on n'aura pas de transmission, dans l'état actuel, de transmission patron-employé, sans vrai mouvement sociétal et mouvement agricole. C'est un nouveau choix, c'est une nouvelle piste, mais l'avenir, c'est quand même nos jeunes, nos apprentis, nos employés, puisque une partie des fils se sont désintéressés. Les 30 dernières années ont été un peu compliquées dans le monde de l'élevage. On a perdu nos fils, mais il reste encore de la jeunesse et il faut que nous arrivions à la capter. Et j'insiste sur le bien-être, et vous l'écrirez bien comme vous voudrez, que ce soit bien-être pour que la vache fasse bien le veau, ou le bien-être de l'éleveur, ça reste le leitmotiv. Il faut regarder les jeunes autour de nos métiers. J'ai quand même bien compris en me promenant ici depuis ce matin que la ferme idéale, ça commençait par avoir des vaches charolaises. C'est mieux que ce soit toi qui le dise que moi, mais ça va sans dire. Merci. Bien, merci pour ce panorama, ce diagnostic sur de quoi on parle finalement quand on parle d'élevage herbager. Je vous propose de rentrer dans le premier axe qui est la question de la productivité ou de la compétitivité. On a finalement beaucoup parlé d'alimentation dans la table ronde, mais aussi dans les ateliers. J'aimerais m'adresser d'abord à vous, Emmanuel Bernard.
quels sont les autres chantiers finalement que vous voyez? Donc, vous avez parlé de marché, mais au-delà de ça, dans les fermes, dans les exploitations, en fait, c'est quoi les autres thèmes, les autres grands chantiers, hormis la question de l'alimentation, même si je sais que tout est lié. Et, enfin, dans notre, enfin, quand on se projette, évidemment, et qu'on regarde, par exemple, l'augmentation de la productivité qu'on a eue depuis que je suis installé, par exemple, c'est dans le travail. Enfin, c'est des outils de travail. On est passé de la petite botte soit à la botte carrée, soit à la botte ronde. Enfin voilà, on a viré un certain nombre de curages, on a mis les vaches en liberté. Enfin voilà, on a fait tout ça. Je pense que, enfin déjà, il faut la mesurer, la productivité. Enfin, je pense que on est parti dans la filière, et ce sont les producteurs qui ont lancé le sujet, sur le fait d'analyser les coûts de production. Alors, je reste sur le plan général. Je ne vais pas sur le plan... Mais on a mis 10 ans, finalement, à faire comprendre à tout le monde que dans l'élevage bovin viande, il y avait des coûts de production. Alors, ça a été un grand sujet, alors un débat presque idéologique, alors que ça ne devrait pas, parce que de toute façon, à un moment donné, quand on perd des gens, quand on perd de la production, c'est souvent quand même parce qu'il y avait un problème de rémunération. Donc voilà, donc on a finalement dans la filière réussi à convaincre, et je pense que la ferme ici, à l'aide de tout un réseau et de fermes de référence du réseau Inosis, à contribuer à calculer ce paramètre-là. Et pourquoi je viens là-dedans? C'est parce qu'en gros, c'est quoi la productivité? C'est finalement le nombre de kilos que je suis capable de produire divisé par un prix, enfin, ou c'est plutôt le prix divisé par le nombre de kilos. Donc, mais ça, sur le plan général, encore une fois, je reste sur le plan national et au sein, par exemple, de la filière. Et c'est un élément très fondamental dans toute la construction de la filière, parce que du coup, on s'est aperçu que derrière, effectivement, il faut que le naisseur il ait une certaine productivité et il faut qu'il soit rémunéré. Il faut aussi que l'engraisseur soit rémunéré. Et puis quand le naisseur-engraisseur est là, mais finalement, à un moment, il faut aussi que lui, alors en ayant d'un côté quelques avantages sur le transport, sur des choses comme ça, mais là aussi, il est dans son rôle. Et ne pas opposer les systèmes de production, parce que j'entends qu'il faut être charolais, et moi je suis président de la... Non, mais je suis président de l'interprofession au niveau de la viande bovine. Il y a beaucoup de races, alors il y en a 2-3 qui à elles seules représentent 90%. Mais c'est pas parce que vous avez des éleveurs qui font une race un peu moins connue. Le coût de production, on a basé tout ça pour avoir un coût de production national, et qu'après chacun aille chercher chez lui, dans ses priorités, ces choses-là. Et du coup, juste pour peut-être conclure, je pense qu'on a mis un élément assez important, c'est qu'on est dans les unités de main-d'œuvre en France par rapport à une dimension européenne, voire mondiale, on est dans une unité de main-d'œuvre qui est la plus productive. Parce que, voilà, on peut nous raconter tout ce qu'on veut, mais finalement, et il y a 15 jours, pas loin de chez Sébastien, en Normandie, j'ai rencontré le vice-premier ministre chinois. Et quand on lui a expliqué le nombre d'unités de main-d'œuvre qu'il y avait dans la ferme, où il y avait un élevage de charolais, il y avait de la culture, ils engraissaient et tout, et il a failli être étouffé quand il a su que voilà, toute la productivité, elle a été faite par tant de personnes. Il n'en revenait pas. Ça n'existe pas dans ces pays-là. Voilà. Alors, puisque vous mettez le sujet sur la table de la race charolaise, Hugues Pichard, j'aimerais vous poser une question peut-être qui fâche, mais volontairement. Est-ce que dans les champs de la compétitivité, la place d'une diversité de races, elle a encore son sens? Ça y est. Soit je dis oui et puis on plie, soit je dis non et on en discute. Oui, mes deux voisins ont parlé de races. Je suis président de Races de France. Il y a une grosse cinquantaine de races bovines et autant de races ovines. Donc on n'en manque pas en France. Mais on a
su construire des races, nos pères avant nous, qui correspondaient à des bassins de production en général, à des bassins de consommation et qui correspondaient à un terroir. Pourquoi il y a la Villa Ardelan dans cet endroit-là, la Tarine juste à côté, et pas qu'une? C'est parce qu'elles n'avaient pas tout à fait les mêmes spécificités, elles ne font pas tout à fait le même fromage. Et c'est valable même dans les filières de porc, on a les porcs à race de France, il y a le cul noir du Bigorre qui fait de la charcuterie et qui fait vivre une vallée. Mais par exemple, on a la race charolaise, pour revenir à celle-là, il y a 1 200 000 vaches, ça fait vivre plus qu'une vallée, c'est la première race en Europe. Mais n'empêche que dans notre pays, nous avons la chance d'avoir cette multiplicité qui en fait une vraie diversité, mais il ne faut pas que se cacher derrière ça. C'est-à-dire que oui, on a beaucoup de races qui sont adaptables, qui sont facilement élevables dans certaines régions, mais la biodiversité, elle existe aussi dans les grandes races. Je veux vous expliquer pour la résilience et demain, comment réagir avec le changement de climat. On a plus de chances de trouver dans 1 200 000 vaches une proportion d'animaux capables de subvenir aux aléas climatiques que dans une race où il y a 10 000 animaux. Donc ça, c'est que des maths, c'est que des statistiques. C'est pour ça qu'il faut se méfier entre l'arche de Noé avec toutes nos races et notre capacité à nous adapter. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'elles seront toutes adaptables, mais c'est parce qu'on a une telle diversité à l'intérieur de nos races que nous sommes de facto adaptables. Pour revenir à la race charolaise, la plus productive de France, productivité, c'est quand même, voilà, c'est la plus productive des races à viande françaises. Voilà. C'est 1 200 000 vaches, c'est 50 000 éleveurs. Donc 1 200 000 vaches, c'est ce qu'on a perdu, c'est ce que disait André ce matin, on a perdu l'équivalent de la race charolaise en 10 ans en France. Alors ça émeut tout le monde de voir partir 1 200 000 vaches, mais juste pour info, ça fait 2,5 milliards d'euros de capital de la ferme France qui a disparu. Puis ça fait à peu près un peu plus de 2 milliards de production qui a disparu aussi chaque année. Donc c'est pas tout à fait... Alors, ça pique un peu plus que de voir partir 1 million de vaches, parce qu'1 million de vaches, ma foi, ça nous émeut pas tant que ça. Mais dans les comptes publics, dans l'état où ils sont, quand vous perdez 2,5 milliards, ça fait toujours ça de ranger. Et il n'y a aucun pays au monde qui a reconstitué son cheptel une fois qu'il l'a mangé. Alors, si je reprends à la fois ce que vous venez de dire, Hugues, Pierre et Emmanuel Bernard, voilà, je reprends que chacun aille chercher chez lui les références. On voit là qu'avec votre témoignage, la place de référence sur les territoires. Adrien de Marbet, comment à Ferminov, on se saisit des éléments de ces territoires pour aller fixer une feuille de route en termes de besoins de référence? Comment on choisit, comment on prend en compte, comment on écoute ce territoire finalement? Je pense que vous l'avez vu aujourd'hui, le rôle de Ferminov, c'est de créer de la référence. Donc, je vais pas revenir sur ce que je disais, sur le fait d'être plusieurs acteurs pour choisir les projets expé de demain. Mais ce qu'il faut avoir en tête, il y a deux choses vraiment importantes dans le rôle de créer de la référence. Enfin, qui de mieux qu'une ferme expérimentale peut créer des références déjà qui soient neutres? On n'est ni commercial, ni militante. Donc, on a ce rôle neutre de ferme expérimentale de travailler sur les projets de recherche de l'élevage. Et puis, il y a quand même cette notion de prise de risque. Vous l'avez vu aujourd'hui, on a plein de sujets qui sont traités. Le rôle de la ferme, c'est de prendre les risques pour les éleveurs. Vous l'avez vu, il y a un atelier sur la récupération d'eau de pluie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui s'interrogent. Il faut stocker notre eau pour avoir de l'autonomie dans les exploitations. On a mis en place ce projet et clairement, on prend ce risque de créer de la référence. Il y a beaucoup de choses, on s'est trompé. Voilà, on a fait des investissements, on s'est trompé. Maintenant, on les améliore et puis surtout, on essaye d'accompagner les éleveurs pour mettre en place des projets sans refaire les mêmes erreurs qu'on a pu réaliser nous sur notre exploitation. Voilà. Donc un rôle de création de référence, de prise de risque. Et puis après l'enjeu, c'est une fois qu'on a acquéri ces références, c'est de les vulgariser et puis de la remettre dans la main des éleveurs. Parce que c'est bien de réaliser des expérimentations, mais si elles restent dans les cours de Ferminov, voilà, on n'a pas d'intérêt. Donc vraiment l'enjeu fort de Jaloni, c'est on crée de la référence et on va la déployer en ferme pour que les éleveurs puissent la saisir et puis l'utiliser en levier dans leur exploitation. Donc ce besoin de référence, finalement, pour les exploitations au plus proche de Ferminov, ça suppose aussi conseiller au plus proche. Sébastien Windsor, les chambres d'agriculture, dans ce conseil et dans cet accompagnement à la productivité et à la compétitivité, comment elles se positionnent et en quoi peut-être que les enjeux, les fonctions sont peut-être renouvelées avec ce qu'on vient de dire? Alors, d'abord, peut-être redire ce qu'a dit Emmanuel. Les gains de compétitivité incroyables qu'ont fait l'agriculture partout dans le monde, ils étaient quand même
très essentiellement appuyé sur l'innovation. L'innovation génétique, qui est devenue le quotidien de tous les éleveurs, l'innovation par la mécanisation, l'innovation dans l'organisation. Enfin, je ne vous présente pas le nombre d'innovations qu'il y avait ici, mais c'est souvent ces innovations, quand elles sont adoptées par le plus grand monde, qui permettent de faire des gains de compétitivité. Pas que, je reviendrai sur d'autres sujets, mais voilà. Et donc, réaliser la chance qu'on a en France d'avoir un système très organisé pour aller et emmener l'innovation de la recherche, INRA, jusqu'aux agriculteurs. La première étape dans ces innovations, c'est de les tester, de les essayer sur des fermes comme celle-ci. Et je salue le travail qui est fait, alors par les chambres, mais j'allais dire par l'Institut de l'élevage en premier, dont c'est le métier, et de caractériser ces innovations. Et comme il y en a beaucoup à caractériser, je salue aussi le travail qui a été fait, parce que cette ferme, elle n'est pas isolée, elle est inscrite dans un réseau de fermes, ce qui permet de tester et de se partager le test de ces innovations partout en France. Si chacun testait les innovations dans son coin, on ne testerait pas le quart des innovations qu'on a besoin de tester. Donc le fait de l'avoir inscrit dans un réseau, ça nous permet de tester beaucoup plus de choses. Et encore une fois, je salue, et c'est essentiel que ce soit l'IDEL qui soit à nos côtés dans ces fermes, mais j'allais dire au cœur de ces tests d'innovation. Une fois qu'on les a testés dans des fermes, le monde agricole, quand même, de temps en temps, avant de les adopter, il a un peu besoin que l'innovation ne soit pas testée que dans une ferme de recherche, mais qu'elle soit aussi testée en exploitation. C'est la deuxième chose qu'on fait à nouveau avec l'IDEL, c'est tout le réseau Innosis. C'est un réseau de plusieurs milliers de fermes sur lequel ces mêmes innovations, quand elles sont un peu matures, on va les tester dans des exploitations, et là on mesure l'impact sur le résultat de l'exploitation, sur le niveau d'investissement, sur ce que ça ramène en termes de BE, et tous ces éléments-là, ce qui permet à nos conseillers derrière d'aller voir l'agriculteur, pas simplement parce qu'ils ont vu l'innovation à la ferme de la Jalonnie et qu'ils ont trouvé ça sympa, mais avec des vraies références technico-économiques pour accompagner les agriculteurs. Et là aussi, c'est la deuxième étape, et le monde bovin en particulier est très organisé, ou des ruminants est très organisé autour de ces références technico-économiques. Alors après, notre rôle chambre, c'est de les emmener au plus grand nombre d'agriculteurs. Il y a eu un rapport qui a été fait par la Cour des comptes, je suis parfois critique de la Cour des comptes, mais sur celui-là, ils ont interrogé pratiquement 3000 agriculteurs et ils ont testé le nombre d'innovations utilisées. Et ils ont montré que le nombre d'innovations utilisées était directement proportionnel au niveau d'accompagnement et au nombre d'heures d'accompagnement des exploitants. Avec un rôle particulier des chambres qui est de faire du conseil neutre. Parce que de temps en temps, des gens qui viennent vous conseiller pour utiliser une innovation, mais qui ont un petit intérêt à vous vendre l'innovation. Donc ils n'ont pas tout à fait le même conseil. Voilà. En tout cas, les chambres, elles sont là pour garantir une forme de neutralité dans ce conseil et amener ces éléments. Peut-être de dire aussi, et ça c'est vraiment le cœur de notre métier de ce conseil. Ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est que ce conseil et ces innovations, elles sont de plus en plus un caractère systémique, c'est-à-dire qu'elles vont de moins en moins être une innovation, je vais amener une nouvelle culture pour amener à ma vache, mais elles vont de plus en plus toucher au système global de l'exploitation. Quand on va commencer à parler d'autonomie protéique, on voit bien qu'on ne va pas toucher simplement un sujet, on va parler génétique, on va parler espèces cultivées, on va parler variétés, on va parler nutrition et fertilisation, on va parler de tout un tas de sujets. Et donc, un des nouveaux métiers des chambres aussi, c'est la capacité à accompagner l'agriculteur, non pas à utiliser une innovation, mais à repenser. J'aime pas tellement le mot reconcevoir parce que c'est pas une reconception, c'est en général des petits mouvements, mais à travailler au niveau du système de l'exploitation. Et ça, c'est une nouveauté pour nos conseillers, où le conseiller devient un peu moins l'apporteur de la solution clé en main, mais un peu plus à regarder avec l'éleveur la réalité de sa situation et comment je l'accompagne là-dedans. Alors, vous l'avez compris tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait éleveur bovin, je suis éleveur de porc. Il y a un autre élément qu'on a compris et qui commence à être porté, c'est qu'à un moment, si vous voulez être compétitif, il faut utiliser les innovations, mais il faut aussi savoir où vous en êtes. Et mesurer le niveau de compétitivité de nos fermes, c'est absolument essentiel si on veut progresser. Où est-ce qu'on en est en termes de coûts alimentaires, d'indices de consommation, de fertilité, etc., etc. Et je pense que la seule façon, si on veut vraiment progresser, et je le dis en particulier aux jeunes qui sont là, quand vous aurez à faire du conseil demain, vous pouvez améliorer le coût de production ou la compétitivité que si vous êtes capable de savoir à quel niveau se place l'éleveur ou à quel niveau vous vous placez quand vous êtes éleveur. Et ça, c'est un sujet aussi sur lequel les chambres
on a beaucoup à accompagner, et encore une fois en s'appuyant sur des références, puisque si on a le niveau de compétitivité de l'éleveur, il faut le comparer à ce qui se fait ailleurs et regarder les leviers d'action. Et puis j'allais dire, il y a un dernier point qui peut nous aider sur la compétitivité, qui reste les politiques publiques. Il y avait tout à l'heure un représentant du conseil régional. Toutes les aides à l'investissement qu'on peut avoir, c'est une façon d'accéder à l'innovation en limitant le coût de la dépense de l'innovation, et ça nous aide dans la compétitivité. Et pour le coup, en termes de politique publique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'argent mieux dépensé que l'argent qui accompagne de l'investissement chez un agriculteur. Parce que cet investissement chez l'agriculteur, il lui permet de se développer, il lui permet probablement d'améliorer son revenu, et il lui permet d'aller chercher de la compétitivité. C'est, je pense, une des aides les plus utiles, et c'est un des sujets, c'est aussi sur lequel on essaye, Chambre d'agriculture, mais là au niveau lobbying, de travailler et de pousser les régions à accompagner le monde agricole. Alors, merci pour avoir exploré ce premier champ. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez évoqué, Sébastien Windsor, mais aussi ce qui a été dit dans cette table, le besoin d'accompagner sur des références. Mais comment faire? Eh bien, quand tout bouge, finalement. Et je pense ici au changement climatique. Et j'ai bien aimé le témoignage de ce matin de l'éleveur qui disait que le besoin de références techniques ont permis de montrer la pertinence des systèmes herbagers sur les réponses environnementales. Donc moi j'ai envie pour introduire ce deuxième thème sur la durabilité, eh bien de vous poser la question, Hugues Pichard, en tant qu'éleveur et président de Race de France, en quoi le changement climatique peut aussi être une opportunité? Vous avez 3 heures. Oui, c'est ça. Merci. J'ai que des questions simples. Comment ça peut être une opportunité? Déjà, je vais reboucler. C'est quelque chose, on va le subir. Donc le mieux, c'est quand même d'en faire plutôt un atout qu'une contrainte, puisque les paysans, en plus, on sait faire. On est très très résilients. Hein. On nous a expliqué qu'il fallait produire, après qu'il fallait plus produire. On nous a contraints à des UGB à 1,4, des primes à l'herbe, alors que là, on est dans les territoires, enfin, quand on était à Jalony, on est quand même dans les terres les plus productives de France. On a quand même des chargements qui sont minables. Enfin, on est habitué à la contrainte. Donc, le climat en est une de plus. Et je me demande si ce n'est pas celle à laquelle on va s'habituer le plus facilement. Si on regarde de façon froide, pour le réchauffement climatique, elle était facile, on va prendre chez nos amis normands, ils ont gagné 1 mois et demi d'hiver les 10 dernières années. Alors nous, le sud Morvan, on a gagné à peine 1 mois. C'est-à-dire qu'on a gagné 15 jours d'hiver sur chaque bout. Je vais développer. On rentrait les vaches avant le 15 novembre, au plus tard, on les rentre au 1er décembre. En moyenne, sur 5 ou 6 ans, vous verrez, ça. Pareil, le lâcher avant, c'était le 15 avril, maintenant c'est le 1er avril. On moissonne nos orges au 14 juillet pour ceux qui ont des cheveux blancs. Maintenant, ceux qui n'ont pas de cheveux blancs, si au 25 juin, ils n'ont pas moissonné leur orge, ils sont tous malades, les jeunes. D'accord? Et ça, on l'a vécu gentiment, c'est l'évolution du climat. Donc maintenant, il faut en faire un atout. C'est-à-dire qu'on a des animaux qui sont plus longtemps au pré, donc plus longtemps en pâturage. On a une période de stockage sur les pousses de printemps qu'il ne faut surtout pas négliger. Il faut engranger un maximum au printemps, puisque dans le réchauffement climatique, on a une période de sec au milieu. Mais comme on a la période de grande douceur plus printanière, on est capable de faire 2 coupes de printemps avant qu'on n'en sait qu'une. Et du coup, soit le climat, on se tape la tête contre les murs, on se dit on ne s'en sortira pas, soit on en fait un vrai atout et on adapte nos vaches. Les vaches, la reproduction des animaux avec les fortes températures, ça pose un vrai problème. Hein. Un bovin, ça n'aime pas les températures au-dessus de 40. Pourquoi? Parce qu'à 40 degrés, le ventilateur, les poumons ne peuvent pas baisser suffisamment la température d'un animal et du coup on arrive à la température d'avortement. Au-dessus de 41 degrés, une vache, ça avorte. Donc on a un problème avec les fortes températures. C'est là où il va falloir qu'on garde, vous allez voir où je veux en venir, des rivières accessibles aux animaux pour qu'ils aillent se refroidir. Vous avez bien entendu, hein, des rivières pour refroidir les animaux pour qu'ils aillent à l'ombre. Et aujourd'hui, si on n'a pas de température au-dessous de 41 et si on garde de l'ombre pour nos animaux, le réchauffement climatique, on peut en faire un atout. Et les vaches sont capables de s'adapter. Les vaches race à viande, c'est sûr. Les races laitières avec des forts potentiels, ils sont en train d'aménager les bâtiments. La génétique va faire son travail. On va y arriver. Il ne faut pas se taper la tête contre les murs. Le réchauffement climatique, ça peut être un atout
pour le monde de l'élevage. Emmanuel Bernard, même question. Non, mais ce sont évidemment des questions compliquées parce que d'abord, je dirais que l'observation que j'ai faite à titre perso, c'est que, allez, ça fait 30 ans que j'exploite et qu'en gros, il a fallu que j'augmente ma quantité de stock de 1% par an, c'est-à-dire de 30% par UGB, entre 1995 et 2025. C'est pas très grave, ça veut dire qu'il faut faucher un peu plus au printemps et parce qu'on est sûr qu'on en distribuera plus. Alors ça, je dis ça, encore une fois, hein, c'est des maths, voilà, dans la vraie vie, quand on passe 3 ans de sécheresse, c'est la 3e année, les 30%, c'est pas facile à voir. Mais en tout cas, il y a ces éléments-là, donc ça, c'est la capacité à faire ça. Donc soit on arrive à faire ça, soit on a un deuxième discours et qui est de dire je vais prendre plus de surface pour faire face, m'adapter, mais augmenter les hectares avec le même nombre de vaches, c'est juste augmenter son coût de production. Donc, et peut-être qu'il le faut, hein. En tout cas, il faut en être conscient. Et pour faire le lien avec le sujet d'avant et le changement climatique, en réalité, je pense que la première des choses, c'est d'abord d'avoir la référence de son coût de production. Ça ne veut pas dire que je remets en cause ce que j'ai dit avant en disant qu'il y a un coût de production national. Ce qui est super important, c'est qu'individuellement, on sache où on se situe. Parce que soit on est mieux, et bien tant mieux, parce qu'on a le droit de gagner de l'argent, c'est pas interdit. Soit on est moins bien, et il faut savoir pourquoi. Et donc ça, c'est la première chose. Et le fait d'extensifier, dans un premier temps, c'est de toute façon augmenter son coût de production. Donc ça, c'est un sujet. À l'inverse, on a eu cette opportunité, alors c'est un peu plus difficile depuis quelques semaines, mais enfin on a eu cette opportunité de faire des hangars avec des couvertures en photovoltaïque qui nous coûtaient quand même pas trop cher et des techniques de récolte de fourrage qui permettent de récolter de façon, on va dire, plus facile, en tout cas physiquement. Parce que, franchement, quand on faisait du foin de bonne heure, avant, elles étaient lourdes, les bottes. Hein. Je veux dire que c'est du vécu. Hein. Donc là, on n'a plus du tout ces préoccupations-là. On a la météo, on a tout ça. Un élément, quand même, par contre, là où je veux tempérer cet effet changement climatique qui pourrait être une opportunité, c'est contrairement à ce que j'ai entendu pendant un certain temps par un certain nombre de techniciens, de scientifiques, c'est qu'en réalité, j'ai l'impression que l'incertitude est plus longue, c'est-à-dire qu'avant, on nous expliquait qu'en gros, on aurait la même quantité de pluie dans l'année, elle serait moins bien répartie. Dans la vraie vie, on n'a pas du tout cette situation-là. On a des cycles qui font qu'on peut être 2 ou 3 ans avec un manque d'eau, et puis 2 ou 3 ans, enfin je ne sais pas, avec trop d'eau, mais en tout cas, ce n'est pas aussi cartésien que ce qu'on nous avait promis au début. Donc voilà, là, il y a une vraie complexité. Mais en tout cas, ce que je pense clairement, c'est que dans notre capacité à nous adapter par rapport à ça, c'est d'abord, il faut connaître sa situation, il faut je pense que c'est important de regarder ce qui se passe à Jalony et ailleurs, hein, et puis pourquoi pas chez les voisins, mais en tout cas de se dire, je vais affronter la question, et de toute façon, la capacité à passer les moments difficiles, c'est celui qui réussit à stocker le mieux. Et ça, c'est vrai pour la nourriture, mais enfin, c'est vrai pour l'eau. C'est un petit message politique. Il n'y a peut-être pas de politique ici, mais c'est un petit message politique qu'il faut passer partout et en toutes circonstances. Laisser couler l'eau, on le paiera de plus en plus cher, quoi. Adrien de Marbec, comment à Ferminov on prend en compte et on questionne et on produit des références dans le cadre de cette adaptation au changement climatique? Donc ça a été dit, hein, les enjeux avec l'adaptation au changement climatique, ils sont multiples. Il y a notamment la sécurisation du système fourrager. Vous l'avez vu aujourd'hui là dans les différents ateliers, l'enjeu c'est de trouver des nouvelles ressources fourragères, aussi l'utilisation qu'on peut en avoir, et puis surtout être en lien avec les attentes de la filière. On a des expérimentations sur la relocalisation de l'engraissement. Aujourd'hui, la Bourgogne-Franche-Comté a un besoin de relocaliser l'engraissement. Mais pour ça, il faut des fourrages. Donc vous avez pu le voir dans les bâtiments, dans les références, on a des essais qui permettent d'engraisser les animaux avec des ressources fourragères
qui sont adaptés au changement climatique. Donc voilà, il y a un certain nombre d'essais aujourd'hui qui sont en lien avec l'adaptation. Mais après, derrière, la vraie question, c'est comment on utilise ces références qu'on va pouvoir trouver en exploitation et puis comment on la remet dans les mains des éleveurs. Donc il y a cette notion déjà d'être en lien avec les conseillers. Donc on est en lien avec les conseillers chambres d'agriculture, conseillers donc des différentes chambres d'agriculture sur le conseil directement aux éleveurs pour que les données qui sortent de Jaloni soient après directement utilisées dans les groupes d'éleveurs, dans les fermes et pour les différentes références. Et puis après, il y a une question aussi sur comment on repense l'expérimentation, donc pour aller sur la notion de transfert. On le voit aujourd'hui, on a beaucoup d'éleveurs pendant les visites, ils nous disent, bon, bah voilà, vous mettez ça en place sur vos exploitations parce que vous pouvez le faire, parce que vous avez les moyens, vous avez du temps de travail, etc. Donc il y a certains éléments, c'est vrai, on a plus de facilité pour mettre en place certaines expérimentations. Mais l'idée, on aimerait repenser l'expérimentation, créer un maillage territorial. Donc là, on est en train de déposer un nouveau projet de recherche sur les outils numériques, donc, qui peuvent aussi rentrer dans l'adaptation au changement climatique. Et l'idée, c'est de voir l'expérimentation autrement. Donc, on va emmener en fait les expérimentations dans le cours des fermes. On va créer un maillage territorial d'éleveurs qui vont tester avec des protocoles simplifiés nos expérimentations. Et sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, on aura entre 15 et 20 éleveurs qui vont tester avec ces protocoles simplifiés nos expérimentations. Et puis leur voisin pourra un peu mieux, on va dire, s'approprier les résultats des expérimentations s'il le voit à proximité de chez lui plutôt que dans une ferme expérimentale. Voilà. Bon, il y a un lien fort quand même à garder autour, vous l'avez compris, de Ferminov, de cette union autour de cette ferme expérimentale. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un besoin de repenser l'expé et repenser comment on le transfère dans le cours des fermes et comment on va utiliser les références pour faire monter en compétitivité l'ensemble des exploitations. Pour ne pas donner l'impression qu'on est quand même hors sol par rapport à ce changement climatique, on subit quand même le côté sanitaire qui nous préoccupe beaucoup. Et je pense que c'est un sujet sur lequel les fermes de référence ont un peu de mal, mais il va falloir quand même qu'on se préoccupe de savoir comment on s'y prend, parce que tous subir une maladie nouvelle tous les 2 ans, c'était tous les 5 ans, ça devient tous les 2 ans, ça pour le coup, j'ai pas trouvé que c'était une opportunité. Je cherche encore, mais je ne l'ai pas trouvé. Vous vouliez réagir, je vous donne le micro. Non, je voulais peut-être dire que quand même, oui, il y a des opportunités, il y a aussi des côtés un peu compliqués au changement climatique. Mais j'allais dire peut-être qu'avant de réfléchir complètement aux solutions, le premier point, c'est de comprendre ce qui va nous arriver avec le changement climatique. On commence à avoir des modèles du GIEC, de tout un tas, il y a à peu près 15 modèles qui simulent l'évolution du changement climatique. Le problème, c'est que du coup, avec ces modèles, on commence à assez bien encadrer ce qui va se passer dans nos régions. Quels vont être les pics de température, combien on va vivre de journées sans eau, quelles vont être la pluviométrie avec plusieurs hypothèses, quel va être l'écart à la moyenne aussi, parce qu'on sait qu'un des changements, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les années se ressembleront de moins en moins et que les écarts à la moyenne seront de plus en plus importants. Mais on sait faire ça de façon macro. Et on a un peu de mal à dire, bon d'accord, et chez moi sur mon exploitation, c'est quoi la conséquence? Donc un des premiers sujets qu'on doit travailler, c'est quand même aussi d'arriver à la modélisation à l'échelle des fermes. Et je crois beaucoup à un sujet qui est le jumeau numérique, et d'utiliser ces modèles d'évolution du climat et d'être en capacité demain à les mettre à l'échelle de nos fermes, et à partir de ça, de se dire, moi agriculteur, c'est quoi mon risque et l'évolution de mon exploitation en 2040 ou en 2050. Et je regarde les jeunes qui sont là, je pense que quand vous vous installez demain, si au moment de votre installation, vous ne vous posez pas la question de ce que sera la situation en 2030, ce qui est très proche, ou en 2040, ou si vous vous installez, vous serez encore agriculteur, et même en 2050, vous risquez des déconvenus un peu compliqués dans les années à venir. Donc il faut qu'on aide et qu'on développe cette capacité à développer des jumeaux numériques, des outils informatiques, et encore une fois, je regarde l'IDEL pour mieux comprendre à l'échelle de la ferme, c'est quoi l'impact du changement climatique. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas juste se faire peur et se dire le changement climatique, il va m'amener moins de pousses de l'herbe, ceci, cela. Il faut aussi qu'on essaye de travailler les solutions. Et là, André et Samuel, vous avez bien fait de venir. Je vais dire encore une fois que le travail avec les instituts, c'est la première source d'inspiration pour nous, chambres. On essaye de tester chez 1000 agriculteurs à la fois cette capacité à comprendre l'impact du changement climatique sur une exploitation et de l'amener dans des éléments de conseil. Et pour ça,
on a un besoin énorme des solutions développées par les instituts pour les proposer aux agriculteurs. Et c'est des panels très larges. Quelle variété de fourrage je vais cultiver? Comment je les cultive? Comment je fais évoluer mes bâtiments pour éviter des pics de chaleur? Comment je fais évoluer mon parcellaire? Voilà, il y a plein de solutions et on essaye de développer et de tester, mais on est vraiment dans la phase de début, des solutions pour tester chez 1000 agriculteurs un conseil face au changement climatique. Puis après, il y a d'autres choses aussi qu'il faut qu'on apprenne avec le changement climatique. C'est que le changement climatique, il va nous amener de plus en plus d'écart à la moyenne. Et derrière, il y a la résilience, il y a nos pratiques, mais il y a aussi d'autres sujets. Le sujet de l'assurance, même si, je le sais, on n'est pas encore optimal sur l'assurance herbe et prairies, c'est un sujet qui avance et sur lequel on a besoin d'accompagner les agriculteurs pour les années où il y a des coups durs, s'assurer que vous pourrez acheter du fourrage de remplacement, surtout que ces années-là, vous êtes en général pas le seul à avoir vécu le coup dur et le prix du fourrage s'envole. Donc on a besoin de travailler ce système assurantiel parce que c'est une des façons d'amener de la résilience face au changement climatique. Et je voulais l'évoquer, mais tu l'as fait, Emmanuel. On a aussi tout le sujet de ce que va amener le changement climatique, qui est l'évolution des épizooties et des maladies qui vont nous arriver. Et là aussi, on a besoin de travailler ce sujet-là autour de plusieurs pistes. On va dire la santé animale du troupeau. Et là, on a besoin de références sur comment on fait pour que le troupeau soit plus résistant naturellement à l'arrivée d'un certain nombre de maladies, le mesurer un peu mieux qu'aujourd'hui. Puis je le dis aussi, il faudrait qu'on ait quand même une politique vaccinale un peu plus réactive par rapport à ces sujets-là, parce que je suis humain, ma meilleure assurance face au Covid, ça a quand même bien été la vaccination, plus qu'une assurance que j'ai payée, mon assurance décès. Voilà, donc il faut absolument qu'on arrive à évoluer sur ces sujets-là. Et puis, je ne peux pas, et pour encore une fois aussi, Hugues, redonner un peu d'optimisme, dire aussi, le changement climatique, ça amène aussi tout le monde à devoir décarboner. Et là, pour le coup, l'agriculture, elle a un truc super intéressant, c'est qu'on sera quand même les premiers acteurs de cette décarbonation. Parce que demain, il faudra produire de l'énergie renouvelable. Et quand on veut produire l'énergie, ou au moins qui ne dépende pas de l'énergie pétrolière, peut-être qu'il y a le nucléaire, mais avant qu'on fasse avancer les poids lourds à l'électricité ou au nucléaire, il va se passer un peu de temps. Et bien, en attendant, il va falloir des énergies qui viendront de l'agriculture et dont certaines viendront de nos élevages, par de la méthanisation, par autre chose. Il faudra des matériaux renouvelables. Là aussi, y compris à partir de l'herbe, on aura probablement des choses à aller chercher pour donner des nouveaux revenus aux agriculteurs. Et puis je vais terminer avec un dernier exemple, qui est l'agrivoltaïsme. Ça peut à la fois, et c'est quand même le premier intérêt de l'agrivoltaïsme, c'est en produisant l'énergie renouvelable, d'amener un complément de revenus à l'agriculteur. Et pour le coup, notre rôle côté chambre, c'est d'essayer de faire que ce soit quand même un peu réparti, d'éviter qu'on fasse 400 hectares chez un agriculteur et rien chez son voisin, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis le deuxième point, c'est de s'assurer qu'on le fait en maintenant la production agricole. Et donc là, d'avoir des expérimentations, de la recherche pour regarder comment demain de l'agrivoltaïsme, dans des zones comme chez vous, par exemple, permettent d'éviter les coups de froid ou de limiter le froid la nuit en début de saison. Et du coup permettre un démarrage de l'herbe un peu plus rapide, permettre d'éviter les excès de chaleur en fin de cycle et prolonger un peu la pousse d'herbe, et de se dire, en plus du revenu agricole, on aura peut-être une capacité à produire un peu plus d'herbe demain avec ces systèmes. Mais pour ça, il faut aussi qu'on sache y aller mollo, parce qu'on a un peu besoin d'avoir des références. Vous tous qui êtes agriculteurs dans la salle, savez que ce n'est pas parce que le truc a marché une année qu'il va marcher les 5 années qui suivent. Donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on développe ces projets-là, et en faisant bien le lien, ça doit être des projets qui consolident nos élevages, à la fois par la production et par le revenu, avec une répartition chez tout le monde, et en ne faisant pas les apprentis sorciers, en couvrant des trucs avec des systèmes qu'on n'a jamais testés. Voilà, mais en tout cas, il y a des opportunités, et en tout cas, il faut travailler ce sujet-là et accompagner les agriculteurs à mieux comprendre et à appréhender les sujets du changement climatique. Dire sur l'aspect vectoriel et résistance des animaux. Là, c'est un vrai boulot de la génétique. Il y a eu 2 épisodes marquants
ces 2 dernières années, la MHE qui est arrivée par le sud et la Cataral 3 qui est arrivée par le nord. Assez curieux quand même que les maladies du sud viennent par le nord, mais ça chacun l'interprétera comme il voudra. Mais aujourd'hui, il y a des travaux sur la génétique, sur la paratube notamment, avec la mise en avant de souches beaucoup plus résistantes. Dans certaines races, il y a des études qui ont montré que certaines souches sont plus résistantes à la paratuberculose. Donc on peut penser que pour les maladies vectorielles, il y a certainement un lien génétique. Et aujourd'hui, quand vous parliez tous les deux des recueils de données, il faut trouver de la donnée. Il faut justement aller dans les fermes, les réseaux chambres, les réseaux fermes expérimentales, pour voir si tel ou tel type d'animaux, telle ou telle race, parce qu'on va aller jusqu'au bout, on nous parle des animaux à robe blanche plus résistants que d'autres. Alors je ne vais pas faire la liste des animaux à robe blanche, mais n'empêche qu'on parle d'épaisseur de cuir. Mais oui, ça, il n'y a pas de doute. Mais n'empêche qu'il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qu'on voit, mais il y a des travaux à mener de façon sérieuse, parce qu'on ne peut pas rester sur une observation comme ça. Et c'est là l'intérêt de Ferminov, c'est l'intérêt des réseaux, c'est de récupérer des vraies données pour pouvoir les exploiter et les diffuser. Enfin, si l'avenir est aux animaux à robe blanche, ça va bien, parce que moi je suis éleveur de porcs dans une race qui est un croisement de large white, et white ça veut bien dire blanc aussi. Juste pour très rebondir, succinctement avant d'ouvrir. juste pour rebondir sur cette question de l'agrivoltaïsme, donc pour vous ayez l'info, donc Ferminov, on est en cours d'avoir un projet justement agrivoltaïsme à petite échelle, en miniature sur 1 hectare avec différents types de panneaux, où là l'enjeu va être justement, encore une fois, dans cette position de référence, de neutralité, d'être en mesure de dire, voilà, quel est l'impact sur la flore, quel est l'impact sur le confort des animaux, sur le bien-être des animaux, et puis derrière, comme on le disait, quand on enlève la partie économique, mais derrière, quel lien directement avec flore et confort des animaux. C'est pas quand on enlève la partie économique, c'est quand on enlève la partie revenu électrique, parce que la production d'herbe reste un sujet économique. En se tournant, nous, de notre côté, sur la partie, ces 2 parties-là. Merci. Alors, c'était un peu inévitable. On n'a pas de temps d'aborder le dernier thème, l'acceptabilité, et notamment la question du renouvellement des générations. Mais s'il y a un mot à retenir de différents sujets, c'est le besoin de connaissances. Et je pense que la question du renouvellement des générations passera aussi par mieux connaître les aspirations des futurs éleveurs et des futures éleveuses et des nouvelles générations pour s'installer. Si on veut attirer des jeunes, il faut que le métier soit attractif. Et quand on voit ce qui peut se faire ici, ça attire un peu plus que si on passe notre temps à se plaindre. Bien, merci. Je vous propose d'ouvrir la discussion ou des questions à nos quatre invités. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, au fond. Merci de se jeter à l'eau. Oui, allez-y. Oui. Bonjour à tous. Merci pour les gens qui ont participé à organiser cet événement, parce que je suppose qu'il y a pas mal de boulot. Donc, une petite remarque par rapport au réchauffement climatique. Donc, on est en train de se poser les questions pour savoir comment s'adapter au réchauffement. Donc, c'est important, mais je pense que ce qu'il faudrait collectivement, mais quand je dis collectivement, c'est nous, agriculteurs, c'est tous les gens qui tournent autour de l'agriculture, les politiques, les consommateurs, c'est de s'attaquer aussi aux causes du réchauffement. Parce qu'à la vitesse où ça va, il y a des choses auxquelles on ne pourra pas s'adapter. Moi, j'y connais rien, je ne suis pas compétent, mais il y a quand même des experts, etc. J'ai entendu récemment qu'à certains moments, dans un avenir proche, il y a certains endroits, notamment dans le sud, où, alors ça sera au début que quelques jours par an, mais ça ne sera pas vivable pour une question de température et d'humidité. Parce que je ne suis pas un médecin, mais au niveau température du corps, on transpire donc pour faire baisser la température, mais quand il y a trop d'humidité, on ne peut plus transpirer suffisamment et on meurt. Donc j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Donc, après c'est la clim, etc. Mais bref, pas toujours facile à installer partout. Donc tout ça pour dire que
notamment au niveau des politiques, il faudrait des fois se poser les bonnes questions. Je voulais tout simplement, moi je ne suis pas éleveur de moutons, mais un exemple tout con qu'il faudrait que les gens se mettent dans la tête, c'est par l'exemple du loup. En France, on doit produire à peu près 50% des moutons qu'on consomme. Donc le peu qui reste, on va les laisser bouffer par le loup. Alors au niveau climat, réchauffement climatique, est-ce qu'il vaut mieux avoir nos moutons français à consommer ou les faire venir d'Irlande ou de Nouvelle-Zélande? Voilà, moi je ne suis pas bien malin, mais le genre de questions que je me pose. Une deuxième remarque par rapport à ce réchauffement climatique, je ne suis pas compétent non plus, mais parler un peu à droite à gauche avec les gens, c'est l'exemple des méthaniseurs. Moi je regarde très peu la télé, mais je vois que maintenant, de temps en temps, on nous fait de la publicité pour du gaz vert, soi-disant. Alors moi j'ai un copain d'école qui est originaire du Cher, une région apparemment où il se monte beaucoup de méthaniseurs. Alors il y a des années où il pousse de la camelote pour mettre dedans, il y a des années où il en pousse moins. Alors aujourd'hui les gars, ils en sont par moments rendus à monter avec des tracteurs de 250 chevaux, des bennes 3 essieux, chercher de la marchandise dans le bassin parisien pour mettre dans les méthaniseurs. Alors avec ça, on nous propose du gaz vert. Donc, tout en n'étant pas bien malin, je voudrais bien connaître l'efficience de ça. Est-ce que là, on joue pour la planète ou on joue contre? Je ne suis pas convaincu du résultat. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de donner, moi, quelques éléments de réponse. D'abord, sur le sujet... si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut décarboner. Il n'y a pas de débat. Et je pense qu'on a essayé d'emmener l'agriculture, et en particulier le monde de l'élevage, dans les premiers dans réduire notre empreinte carbone. Encore une fois, je vais citer Lidl. Avec l'outil Cap2R développé par Lidl, on a accompagné un nombre d'agriculteurs très important et on a généré chez ces agriculteurs quasiment 600 000 tonnes de crédit carbone qui sont des tonnes de crédit carbone que les agriculteurs avaient économisé. Je le dis quand même, on est face à un petit sujet, c'est que ça génère souvent un peu de surcoût dans l'élevage. Et donc, qui paye le surcoût? Est-ce qu'on est capable de vendre ces tonnes de crédit carbone? Aujourd'hui, force est de constater que le marché français, il est un peu planté et qu'on a un certain nombre d'acteurs qui achètent ces crédits carbone à des prix largement inférieur à ce que ça nous coûte en France de les produire dans des pays étrangers. Par Cap2R, sur les 600 000, les chambres, on avait accompagné à peu près la moitié. Et ces crédits carbone, on essayait de les vendre autour de 40 € pour que ça rémunère l'éleveur à peu près correctement, ce qui n'est pas non plus monstrueux. Mais il se trouve qu'il y a des pays étrangers qui vendent des crédits qui n'ont peut-être pas beaucoup de valeur, mais qui les vendent 10 €. Là, on a besoin que l'État nous protège et que l'État... évite qu'on compare des crédits carbone français avec des pseudo-crédits carbone d'importation. Et deuxième point, qu'il oblige peut-être un peu plus un certain nombre d'entreprises à décarboner en achetant des crédits carbone. Parce que sinon, force est de constater aujourd'hui que les agriculteurs qu'on a accompagnés, on n'est même pas capable de tous leur payer les crédits carbone qu'on a générés. Si on ne le paye pas dans le crédit carbone, à ce moment-là, il faut le payer dans le produit. Là aussi, le budget alimentaire des Français, qui montait tout doucement depuis les années 2000, même si en part de dépenses il baissait, en euros, il montait légèrement entre 2000 et 2020. Entre 2020 et 2024, il a perdu tout ce qu'il a gagné en 20 ans. Les Français ne mangent pas beaucoup moins, ils sont donc descendus en gamme. Et donc, ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts à payer du progrès environnemental chez les agriculteurs. Donc on a un travail un peu commun à faire pour réexpliquer ça aux consommateurs, pour que le consommateur accepte de payer un peu les progrès de l'agriculture. Parce que l'agriculture, avec les niveaux de revenus qu'on a aujourd'hui, ne sera pas capable de faire des progrès si on ne les vend pas aux consommateurs. Et dans un certain nombre de cas, pour les vendre aux consommateurs, il faudra aussi faire un peu de protectionnisme ou au moins avoir un certain nombre de clauses miroirs où quand on impose une règle à un agriculteur français, on ne laisse pas rentrer des produits qui ne les respectent pas. Je vais prendre juste un exemple. On nous parle de bien-être animal sur les poules. On nous a imposé d'enlever ou d'agrandir les cages en élevage d'œufs. On a des éleveurs français qui ont vendu leurs cages en Afrique du Nord ou dans les pays de l'Est. Et aujourd'hui, ces gens-là nous revendent des œufs qui ne respectent pas les normes qu'on nous impose. Donc, je crois
en ce progrès et au besoin de l'élevage de continuer, comme l'ensemble des cultures, de continuer à améliorer. Mais à un moment, il faut bien se dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Sur la méthanisation, pour finir, et sur le méthane, je pense que tout ce que la filière a fait, Emmanuel y reviendra mieux que moi. Sur le méthane, la méthanisation, pour finir. D'abord, ok, l'exemple que vous citez, je ne connais pas l'exploitation en tant que telle, mais je rappelle qu'en France, il y a quand même des règles autour de la méthanisation qui sont pas plus de 15% de culture dédiée. Je ne suis pas souvent en tant qu'agriculteur à réclamer des contrôles, mais je suis assez ok pour dire que ça, il faut qu'on le contrôle pour éviter les abus. Et ce n'est pas parce qu'il y a un abus chez un ou deux qu'il faut sanctionner tout le monde. Dernier point quand même, ce méthane vert produit, quand il est produit au partir en lien avec des exploitations où on y met des effluents d'élevage, où on n'y met pas plus de 15% de culture dédiée, c'est quand même des modèles qui marchent et qui permettent de produire du gaz, qui permet d'économiser entre 70 et 80% d'économie de gaz à effet de serre. C'est ce qu'il faut pour que le gaz soit reconnu. Alors après, s'il y a des gens qui trichent, il faut juste sanctionner les tricheurs. Il ne faut pas faire tomber toute la filière pour ces raisons-là. Et quand même, je pense que dans un bon nombre de cas, en particulier dans des zones comme ici, trouver des voies pour de la méthanisation, même si ça pose des problèmes de raccordement, etc., parce qu'il y a moins de consommation, c'est quand même une façon de consolider l'élevage et de produire un gaz dont le bilan est quand même, quoi qu'on veuille, nettement meilleur que celui d'un gaz qui va être puisé dans le sol. Voilà, et voilà, battons-nous juste pour que les règles soient respectées. Oui, je pense que dans tes propos, déjà d'abord, il y a une dimension tellement politique. Ici, Jalony, l'objectif, il est d'avoir des références, d'essayer de donner des références aux agriculteurs, de fournir des références collectives à l'Institut de l'élevage, qui après portent des dossiers à Paris, à Bruxelles, parce qu'on ne l'a pas trop dit, mais voilà, on fournit aussi des références qui permettent de défendre notre modèle. Pourquoi je commence par là? C'est parce que, en fait, tout est choix politique. Ce que l'on a vécu hier à l'Assemblée nationale est une opposition entre des mouvements, des partis politiques. Et en fait, ces choix politiques, ils entraînent des conséquences. Un seul exemple qui nous concerne tous, éleveurs de bovins viande, c'est le choix qu'a fait l'Italie en 2006-2007, 2005 à 2010. Ils ont tous choisi d'aller faire des méthaniseurs à partir de leurs ateliers d'engraissement. Moi, je me souviens à l'époque, on m'a dit, et je pense que vous l'avez entendu, des gens qui revenaient d'Italie en disant bah, « le broutard, c'est foutu », puisqu'ils vont faire le maïs qu'ils vont mettre dans les méthaniseurs, et c'est terminé, ils n'auront plus besoin de nos broutards. J'étais encore en Italie il y a un mois, ils nous expliquent « faites naître des veaux, on a besoin de vos broutards ». Parce qu'en réalité, ils ont conçu leur méthaniseur avec un mix. Effectivement, ils mettent un peu de maïs, voilà, ils en mettent, mais le mix, il est avec du lisier ou du fumier de bovins. Et ça ne fonctionne pas sans. Donc, c'est un choix politique. Il y avait un tarif de rachat, il y avait un modèle, il y avait tout ça. Donc, la responsabilité et le paradoxe, il est politique. À partir du moment où on a des politiques qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui ne nous donnent pas de perspective, après, on peut toujours se battre tant qu'on veut. C'est Total Énergie qui va faire les méthaniseurs, c'est d'autres. Et deuxième élément que je veux apporter, pour ne pas être trop long, parce que en fait, tes remarques, elles nous auraient occupé toute l'après-midi. Mais simplement, Jalony fait partie d'une des structures qui contribue à fournir des données pour un programme qui s'appelle Méthane 2030, parce qu'on s'est préoccupé de ça. Et en gros, l'objectif étant de se dire comment est-ce qu'on fait dans nos élevages bovins-viande et bovins-lait. On s'est regroupé avec ces fameux outils pour l'agriculteur individuel, le CAP 2ER, mais comment est-ce qu'on va être fournisseur de référence à la fois sur une partie qui est l'alimentation, la décarbonation des engrais, enfin, c'est une vision à 360 degrés, c'est un programme à 11-12 millions d'euros, c'est pas un petit programme qui est beaucoup financé par la profession, il est aidé par l'État, mais il est financé par la profession, et donc il y a un premier élément, un premier phasage qui est basé sur l'alimentation, et il y a un deuxième phasage qui sera abondé par l'évolution génétique. Parce qu'en fait,
encore une fois, quand on parle de décarbonation, on pense énergie fossile, et puis on pense rumination. Bon, énergie fossile, vous voyez à peu près comment ça se passe, mais rumination, eh bien, il y a l'alimentation et il y a peut-être génétiquement des animaux qui valorisent mieux l'alimentation que d'autres. Et du coup, voilà, on a un pont qui est fait sur un temps plus long. Mais en tout cas, on ne peut pas s'exonérer de travailler sur ces solutions. Ce n'est pas possible. On ne peut pas attendre que des autres. Très très rapidement. Réagir et redire juste un truc. Vous avez quand même ici probablement un des systèmes les plus durables du monde en termes d'élevage. Bordel, faites-le savoir. Arrêtez de regarder le verre à moitié plein. Quand on va critiquer ce qui se passe sur un méthaniseur dans le Cher, plutôt que de dire ce qu'on fait de bien dans l'élevage en France, et en particulier dans des zones comme ici, où vous avez un élevage essentiellement basé sur de l'herbe, où vous avez une forme d'autonomie protéique, où vous avez très loin d'être dans la saturation dans les plans d'épandage, où vous avez des animaux qui sont encore en grande partie de l'année en liberté, où vous avez de la biodiversité avec de l'haie, etc. Mais faites savoir ça, arrêtons de regarder le verre à moitié plein, faisons-le savoir et communiquons pour que les consommateurs ils fassent le choix d'acheter nos produits. On est tous en train de se tirer une balle dans le pied tout seul si quand on commence à parler de l'élevage et de la méthanisation, on jette l'agriculture. Parce que si on ne veut pas de méthanisation, on va dire on ne veut pas d'élevage non plus, hein, parce que nos vaches elles émettent aussi du méthane. Et si on ne veut pas d'élevage, on va dire il ne faut pas de grande culture non plus parce que c'est pas bon et on a des phytos. Et au final, c'est quoi la solution? C'est de l'herbe non utilisée, non consommée et des campagnes qui se vident. On a un des systèmes les plus durables et en particulier ici dans vos territoires. Faites-le savoir et soyons fiers de l'agriculture de notre territoire et du vôtre en particulier. Alors, il nous reste le temps pour une toute petite question, donc question courte, et s'il vous plaît, réponse courte. Non, il n'y a que des questions. Ah, si. J'ai une question qui reste sur le même thème, je suis désolée, mais on est France, partie de l'Europe. Si la méthanisation marche aussi bien, pourquoi l'Allemagne a arrêté? Pourquoi l'Allemagne a arrêté? Ah non, je ne pense pas que l'Allemagne ait arrêté. Alors, l'Allemagne recule, hein? Oui, non mais juste une chose, hein. Encore une fois, j'ai dit que c'était politique. Le choix de la méthanisation en Italie est différent de celui de l'Allemagne et il est différent de celui de France. Et on a un tout petit élément entre tous. C'est la question de la comparaison. Nous, on a le nucléaire comme étalon dans le prix de rachat de l'électricité. Enfin, je veux dire, le sujet, il est hyper complexe. Mais en tout cas, je pense que le modèle de méthanisation des Allemands n'est pas du tout le modèle italien et n'est pas le modèle français. Donc et d'ailleurs, les Allemands qui sont venus nous expliquer, enfin nous proposer les modèles chez nous, se sont plutôt plantés en débutant. Donc voilà, je pense qu'on est sur un sujet à lui tout seul, très complexe, mais en tout cas, je crois qu'il faut qu'on ait en tête que ça peut être une solution, c'est pas forcément une opposition, il ne faut pas l'opposer à l'élevage, quoi. Et en tout cas, ce qui a fait l'arrêt ou le redémarrage du nombre de projets en Allemagne, ce n'est pas le modèle de méthanisation, c'est juste le tarif de rachat du gaz. C'est juste un choix politique sur le tarif de rachat du gaz. Aujourd'hui, ils ne font plus de méthaniseurs, ils n'ont quand même pas fermé les méthaniseurs qu'ils avaient fait au départ. Et je le dis, quand nous, on est à 15% maximal de culture dédiée, la limite en Allemagne était à 80%. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de débats. Je crois que d'ici 3 ans, on a un autre sujet qui arrive, à mon avis, sur le méthane pour une prochaine table ronde. Le principe d'une table ronde, c'est de gérer les frustrations, de ne pas pouvoir aller au bout des choses. Je pense qu'on a quand même pu balayer plusieurs sujets. La question de la connaissance, comment on gère l'innovation, qui pilote l'innovation, comment on l'intègre dans les exploitations. Je crois qu'on a eu une alternance de différentes échelles pour montrer à quel enjeu et à quel niveau se situe l'innovation. Et puis, effectivement, le besoin de référence, le besoin de pilotage politique aussi derrière ces questions d'innovation. Voilà, cette table ronde, elle vient finalement conforter énormément de débats sur l'orientation de l'élevage. On conclut la table ronde. Je te laisse la main, Adrien, pour les mots de la fin.
Bon, voilà, donc pour conclure cette table ronde et même cette journée de manière générale, déjà voilà, un grand merci à tout le monde, un grand merci à nos 3 intervenants, à Pierre pour l'animation. Et puis voilà, n'oubliez pas, on a la chance d'avoir dans ce département, dans cette région, un outil exceptionnel de promotion de l'élevage, une belle vitrine pour l'élevage, un lieu de référence, d'expérimentation. Donc encore une fois, il faut la faire vivre. Merci d'avoir été nombreux et voilà, on vous retrouve du coup dans 3 ans ou plus, on fixera une date pour une prochaine journée porte ouverte. Ce